J'étais pris au piège dans quelque chose de fluide et d'épais, une matière qui défiait toute logique. Les parents ne devraient jamais laisser leurs enfants se cacher dans les rayons de vêtements. Il y a environ un mois, ma fille de 5 ans, que j'appellerai Di, s'est soudainement passionnée pour la photographie. Elle avait probablement vu quelqu'un avec un appareil photo à la télévision et avait décidé qu'elle en voulait un. Pendant 2 semaines, elle n'a cessé de nous supplier d'en avoir un, et mon mari et moi avons voulu encourager son intérêt. Nous lui avons donc acheté un petit appareil numérique simple et peu coûteux. Nous lui avons appris à s'en servir, ce qui n'était pas bien compliqué, et lui avons promis d'imprimer ses photos préférées. Di l'a emportait partout avec elle et prenait des photos de tout ce qu'elle voyait. Nous devions souvent en supprimer beaucoup, flous ou ratés, pour faire de la place. Elle était aussi très respectueuse des règles, ne pas photographier les gens sans leur permission, ne jamais pointer l'appareil vers le soleil et toujours garder la dragonne autour du poignet. Mon mari et moi étions très fiers d'elle et nous imaginions déjà une future photographe. La semaine dernière, j'avais une journée de repos et j'en ai profité pour faire quelques courses. J'ai emmené Di avec moi, car mon mari travaillait et il n'y avait personne pour la garder. Cela ne la dérangeait pas, tant qu'elle pouvait emmener son appareil photo. Nous sommes passés par la poste, la banque, puis un grand magasin de vêtements, car j'avais besoin d'un chemisier pour une fête à venir. À peine entrée dans le magasin, elle s'est mise à prendre des photos de robes scintillantes. Je la laissais faire, gardant un œil sur elle pendant que je regardais les vêtements. En feuilletant les chemisiers sur un portant circulaire, Di a décidé de se glisser à l'intérieur, poussant les vêtements pour se cacher. Elle faisait souvent ça, comme beaucoup d'enfants. Elle riait en se cachant et je l'ai laissé jouer quelques instants pendant que je continuais mes recherches. Au bout de quelques minutes, j'ai voulu changer de rayon et l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas rester là et que nous devions y aller. Aucun bruit. Plus de rire, aucun son. J'ai écarté les vêtements pour regarder à l'intérieur du portant, mais elle n'y était plus. J'ai recommencé à l'appeler en regardant autour de moi, mais je ne la voyais nulle part. C'est là que j'ai commencé à paniquer. J'avais gardé un œil sur ce portant et je n'avais pas vu Di en sortir. Elle ne pouvait pas être bien loin. J'ai rapidement fait le tour du rayon, fouillant d'autres portants et continuant à l'appeler. Toujours rien. La panique montait. Je me suis précipité vers la caisse la plus proche et ai demandé à la caissière si elle avait vu une petite fille. Elle m'a immédiatement demandé si mon enfant avait disparu avant de parler dans le micro attaché à son col. En quelques secondes, sa voix résonnait dans tout le magasin, une petite fille était portée disparue, vue pour la dernière fois dans le rayon des vêtements de cérémonie pour femmes. Mon cœur battait à toute vitesse. Mon visage était brûlant, rouge de honte et d'angoisse. J'avais peur que les autres me jugent comme une mère irresponsable, mais cela n'avait aucune importance tant que Di était retrouvée. La caissière m'a demandé de la décrire et a transmis les informations dans son micro. Puis elle m'a rassuré en m'expliquant que des agents de sécurité étaient déjà postés à l'entrée pour s'assurer qu'elle ne sorte pas du magasin. Je n'osais même pas imaginer qu'on ait pu l'emmener. J'ai continué à fouiller les rayons, appelant son nom, lui disant qu'elle n'était pas punie, qu'elle devait juste venir vers moi. Di était une enfant obéissante, jamais elle ne s'était éloignée comme ça. Les minutes passaient, interminables. Après 20 minutes de recherche, j'étais au bord des larmes. Puis, soudain, j'ai entendu pleurer. J'ai immédiatement reconnu son cri et me suis précipité vers l'endroit d'où il provenait. J'ai couru à travers le magasin jusqu'au même portant rond où elle s'était cachée au début. En écartant les vêtements, je l'ai trouvée recroquevillée à l'intérieur, en pleurs. Je l'ai immédiatement sortie de là et serrée dans mes bras. Elle sanglotait sans pouvoir se calmer. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé et lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle m'a répondu entre 2 sanglots qu'il n'y avait plus personne. Je ne comprenais pas. Elle répétait que personne n'était là, qu'elle était toute seule. J'ai tenté d'avoir plus d'explications, mais elle était trop bouleversée pour répondre autrement que par des phrases saccadées. Je lui ai caressé les cheveux et les ramené à la caisse,
où j'ai informé la caissière qu'on l'avait retrouvé. Elle a aussitôt annoncé dans son micro que la recherche était terminée. J'étais soulagé mais aussi profondément inquiète. S'était-elle simplement perdue ou quelqu'un avait-il essayé de l'emmener? De retour à la maison, je l'ai couchée pour une sieste et j'ai raconté l'incident à mon mari lorsqu'il est rentré du travail. Plus tard dans la soirée, Dee allait mieux. J'ai voulu lui changer les idées et lui ai demandé si je pouvais regarder les photos qu'elle avait prises dans la journée. Elle adorait nous montrer ses clichés. Elle m'a tendu son appareil et j'ai commencé à défiler les images. Il y avait des photos de la poste, de la banque, et beaucoup de vêtements dans le magasin. Puis, j'ai vu les dernières photos. Elle montrait le magasin, mais sans personne. Cela n'avait aucun sens. Il y avait beaucoup de clients et d'employés lorsque nous étions là. Pourtant, les clichés montraient un magasin totalement vide. Même la caisse était désertée, sans la caissière. Puis, il y avait une photo des portes d'entrée. Et plusieurs du parking. Il était vide. Pas une voiture, pas un piéton, pas un bruit. La rue visible au loin était déserte. J'ai compris pourquoi Dee avait eu si peur. Elle avait été seule, complètement seule, dans un endroit où il n'y avait plus âme qui vive. Je ne sais pas où elle était passée, ni ce qui lui était arrivé, mais depuis ce jour, une angoisse me hante, et si, un jour, elle disparaissait à nouveau sans jamais revenir? L'instruction avait été claire et formulée avec une gravité qui lui donnait un poids inquiétant. Ne descendre qu'au 9e étage, sans exception. Pourtant, mon entretien était prévu au 5e, et l'idée d'ignorer mon propre agenda pour suivre l'avertissement énigmatique d'un inconnu n'avait aucun sens. L'homme qui m'avait adressé ces mots avait pourtant eu un air grave, presque paniqué, comme s'il se battait contre une force invisible pour me prévenir. Les portes de l'ascenseur se refermèrent alors que je restais figé un instant, repensant à ce qu'il venait de dire. Un sentiment diffus d'anxiété commença à se glisser sous ma peau alors que j'appuyais sur le bouton du 5e étage. Il n'y avait pas de raison de croire à ce genre d'absurdité, et pourtant, une hésitation me traversa. L'ascenseur monta en douceur dans un silence seulement troublé par une musique lounge. Un écran accroché dans l'angle supérieur diffusait les prévisions météo, tandis que le mur du fond était recouvert d'un miroir où se reflétait mon image tendue. Tout semblait ordinaire, banal, comme n'importe quel ascenseur d'un immeuble de bureau. Lorsque la voix artificielle annonça l'arrivée au 5e étage, une impression diffuse d'étrangeté s'accentua. Une réceptionniste m'attendait à l'ouverture des portes, me saluant avec un enthousiasme à peine contenu. Elle me confirma que j'étais en avance et m'invita à patienter, précisant que mon interlocuteur était impatient de me rencontrer. Derrière elle, l'espace s'ouvrait sur un bureau en open space aux allures parfaitement normales. Des employés étaient assis à leur poste de travail, absorbés dans leurs tâches, et un coin cuisine se devinait plus loin. Tout était à sa place, à l'exception d'un détail à l'extrémité de la pièce, une anomalie qui attira mon regard immédiatement. Un immense tableau était accroché au mur du fond, et plusieurs employés étaient rassemblés devant lui. Ils ne discutaient pas, ne semblaient pas occupés, simplement figés, tournés vers l'œuvre avec une attention presque révérencieuse. Trop loin pour distinguer clairement ce qu'elle représentait, je ne parvenais qu'à deviner une silhouette, une forme, sans réussir à l'identifier. Un frisson me parcourut lorsqu'une phrase, prononcée avec une fausse légèreté, s'éleva derrière moi, un détail anodin mais qui heurta mon esprit avec une brutalité soudaine. Mon nom, suivi de celui de ma femme. Puis une information encore plus troublante, quelque chose d'intime, une décision que nous n'avions jamais partagée avec personne. Un projet d'enfant, un prénom que nous n'avions encore confié à personne. L'air sembla se figer autour de moi, tandis qu'une peur primaire s'insinuait en moi, chassant la moindre tentative de rationalisation. L'étrangeté du moment s'intensifia brusquement lorsque les employés réunis devant le tableau commencèrent à chanter, à l'unisson, dans un parfait accord. La mélodie était immédiatement reconnaissable, et une sensation de malaise écrasant m'envahit en réalisant ce que j'entendais. La chanson d'anniversaire résonnait dans l'open space, chantée avec une précision mécanique, tandis qu'un gâteau apparaissait, porté par une silhouette qui avançait lentement vers le tableau.
La distance qui m'avait empêché de distinguer les détails de l'œuvre fut soudainement annihilée par une certitude soudaine, une compréhension brutale. L'image accrochée au mur, celle devant laquelle tout le monde se recueillait, n'était rien d'autre qu'un portrait démesuré. Une version agrandie de ma propre photo de fin d'année au lycée. Le poids d'une peur viscérale s'abattit sur moi en un instant, me propulsant dans un réflexe incontrôlable de fuite. Mon corps recula violemment dans l'ascenseur tandis que mes doigts s'acharnaient sur le bouton de fermeture des portes, que je pressais frénétiquement, incapable de détourner mon regard de la scène hallucinante qui se déroulait devant moi. Les portes mirent un temps infiniment long à réagir, se refermant lentement, trop lentement, tandis que, dans les derniers instants, une voix s'éleva doucement, glissant entre les battants de métal avec une froideur absolue. Elle voulait savoir quel goût avaient mes entrailles. L'ascenseur m'enferma enfin dans un espace réduit où l'air me sembla soudain irrespirable. Mon souffle était court, mon cœur battait violemment contre ma cage thoracique. Il n'y avait plus d'hésitation possible. Le 9e étage était mon seul refuge, et il fallait que j'y parvienne. Lorsque j'appuyai sur le bouton correspondant, il refusa de s'illuminer. J'insistai, encore et encore, mais l'ascenseur ne réagissait pas. L'angoisse monta d'un cran lorsque je réalisai que le bouton du rez-de-chaussée avait tout simplement disparu, comme si l'option de revenir en arrière m'était désormais interdite. L'ascenseur se remit en mouvement sans que je n'aie appuyé sur quoi que ce soit. Un regard vers le panneau d'affichage me fit comprendre que nous nous dirigions vers le 11e étage. Quelqu'un avait appelé l'ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrirent, une femme âgée entra et me sourit avec bienveillance, appuyant calmement sur le bouton du 2e étage. Le souvenir encore brûlant de l'avertissement initial me poussa à essayer de la convaincre d'attendre le 9e étage, mais elle m'écouta avec un sourire indulgent, comme si mes paroles n'avaient aucun poids. Elle mentionna, d'un ton léger, qu'il était regrettable que j'aie refusé l'offre du 5e étage, où l'on était très déçu de moi. Les portes s'ouvrirent sur un espace qui n'avait plus rien d'un immeuble de bureau. L'air était humide, les murs suintaient comme si le béton s'effritait sous l'effet de l'humidité. L'odeur de moisissure satura l'espace en un instant. Une silhouette s'avança depuis l'obscurité, un homme vêtu d'un costume parfaitement taillé, dont l'apparence soignée contrastait violemment avec l'environnement cauchemardesque qui l'entourait. Son ton était amical, presque enjoué, alors qu'il m'offrait un poste au sein de l'entreprise, une rémunération absurde, une opportunité qu'il qualifiait d'inestimable. Avant que je n'aie eu le temps de répondre, il précisa avec un sourire que le véritable salaire consistait en l'ablation de mes yeux, afin que je ne sois pas contraint de voir, lui. L'obscurité engloutit soudainement l'espace, le sol trembla sous mes pieds, et des bruits sourds résonnèrent autour de moi alors que des mains agrippaient mon col, tentant de me tirer hors de l'ascenseur. Dans un dernier sursaut de survie, je me débattis, frappé, griffé, et parvins à me libérer suffisamment pour presser le bouton de fermeture. Le claquement métallique des portes fut un soulagement brutal alors que l'ascenseur repartait. Les chiffres sur l'affichage défilèrent trop vite, montant à des hauteurs impossibles, traversant des étages inexistants, tandis qu'une voix gutturale, déformée, m'annonçait avec une lenteur insoutenable que nous arrivions à un étage décrit comme quelque part d'agréable. L'arrêt fut brutal. Un bruit, à l'extérieur, un murmure étouffé. Une voix douce me proposa un échange. Restez ici pour toujours. Laissez quelqu'un d'autre prendre ma place. Et quelque part dans mon esprit, une certitude immuable se forma. Ce n'était pas mon anniversaire. Cela ne faisait que quelques semaines que j'avais commencé à travailler comme agent d'entretien à l'aéroport international de Denver. Avant même mon premier jour, j'avais entendu toutes sortes de légendes et de rumeurs étranges à propos de l'endroit. Certains parlaient de cavernes souterraines conçues pour abriter le gouvernement en cas d'apocalypse, d'autres évoquaient les références Illuminati cachées dans les fresques murales du terminal. Sans oublier la célèbre statue du cheval bleu, dont une partie s'était effondrée sur son propre sculpteur, le tuant sur le coup. Tout cela me paraissait exagéré, des histoires que l'on raconte pour impressionner les nouveaux. Ce n'était qu'un aéroport, comme n'importe quel autre. Du moins, c'est ce que je pensais. La veille,
mon dernier travail de la soirée consistait à nettoyer le quai du train de la Concourse B, là où la poussière et la crasse s'accumulent le plus. Le sol brillait sous les lumières artificielles lorsque j'ai rangé mon matériel dans le chariot et refermé le placard d'entretien derrière moi. Un dernier regard satisfait sur mon travail, puis direction le terminal pour enfin rentrer chez moi. En attendant le prochain train, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel, le quai était vide. À cette heure-là, un vendredi soir, il aurait dû y avoir du monde. Des voyageurs fatigués de retour d'un voyage d'affaires, des familles partant en vacances, un flux constant d'allées et venues. Mais là, rien. Un silence pesant flottait sur la plateforme. Le train est arrivé avec un sifflement, ses portes coulissant dans un bruit métallique. J'ai jeté un œil à l'intérieur, vide. Pas un passager, pas même un employé. Ce n'était peut-être qu'un hasard, un creux dans l'afflux des voyageurs. Je suis monté à bord et me suis installé sur un siège, les yeux fermés, savourant quelques instants de calme avant d'affronter la cohue du terminal. Lorsque le train s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux. Ce n'était pas le terminal. Les portes se sont ouvertes sur un quai que je n'avais jamais vu auparavant. Un panneau sur le mur indiquait maintenance. J'avais sans doute pris un train hors service sans le savoir. Un soupir d'exaspération m'échappa tandis que je descendais, espérant trouver un passage menant au terminal. Une porte s'est ouverte non loin de là, et un homme en combinaison de travail est apparu. Son regard s'est figé sur moi, et son visage s'est durci. Sa voix était basse, presque un murmure. Je n'aurais pas dû être là. Je lui ai montré mon badge d'employé, expliquant que j'étais dans le service d'entretien et que je m'étais trompé de train. Il m'a simplement répondu qu'il n'y avait pas de problème, que cela arrivait souvent. Il suffisait de suivre la ligne rouge sur le sol pour rejoindre le terminal. Cela semblait logique. Je l'ai remercié et me suis engagé dans le couloir. L'endroit était impeccable, un niveau de propreté presque clinique. Pourtant, aucun de mes collègues n'avait jamais mentionné nettoyer ces couloirs. L'inquiétude a commencé à s'installer. En arrivant au bout du couloir, une pancarte indiquait bureau de maintenance au lieu de terminal. En regardant de plus près, j'ai compris mon erreur, le terminal était au bout de la ligne verte, pas de la rouge. Je n'avais aucune envie de rebrousser chemin. Peut-être que quelqu'un dans le bureau pourrait m'aider. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. Je l'ai poussé doucement et suis entré. La pièce ressemblait à une salle de contrôle, remplie d'écrans et d'ordinateurs affichant divers plans et vidéos des quais. Mon regard s'est attardé sur l'un des écrans. C'était une photo de moi, prise sur le quai du train, accompagnée de mon dossier personnel. La panique a commencé à me gagner. Puis, mon attention a été attirée par un autre écran. Une salle inconnue s'affichait en direct. Une ligne verte traversait le sol et menait à un étrange fauteuil suspendu au-dessus d'une trappe, dont le couvercle était entrouvert, laissant s'échapper une lueur violette irréelle. Deux hommes en combinaison se tenaient de chaque côté de la porte. Un homme en costume se tenait à proximité du fauteuil. Puis, la porte de la pièce s'est ouverte. Un voyageur, visiblement perdu, est entré. Il n'a eu que quelques secondes pour réagir avant qu'un des hommes ne plante un tasé dans son flanc. Son corps s'est affaissé immédiatement. Ils l'ont soulevé et attaché au fauteuil. Le couvercle de la trappe a été ouvert en grand. Le captif a tenté de hurler, mais seul son regard exprimait sa terreur. L'homme en costume a appuyé sur quelques boutons et les câbles du fauteuil ont commencé à descendre dans la trappe. Lorsque le fauteuil est remonté, il était vide. Un frisson glacial m'a traversé. Je devais sortir de là. Un bruit de pas dans le couloir m'a figé, ils arrivaient. Je me suis précipité dans le couloir et ai suivi la ligne jaune, priant pour qu'elle mène quelque part. Les pas derrière moi s'intensifiaient. Une porte est apparue devant moi, salle des machines, aucun accès. Elle était verrouillée. J'ai donné un coup d'épaule contre la porte. Rien. Encore un coup. Elle a cédé dans un fracas, me projetant dans un couloir familier, non loin des toilettes du terminal.
Le terminal était là, les voyageurs, les boutiques. Comme si rien ne s'était passé. J'ai jeté un dernier regard derrière moi. 3 hommes en combinaison balayaient la foule du regard, cherchant quelque chose ou quelqu'un. En évitant soigneusement leur champ de vision, j'ai gagné la sortie et me suis précipité vers l'arrêt de bus. À peine assis, un voyageur avec une valise s'est installé à côté de moi, un sourire soulagé aux lèvres. Lui aussi se sentait comme s'il était resté trop longtemps dans cet aéroport. À travers la vitre du bus, j'ai aperçu un des hommes en combinaison me fixant, impassible. Puis le véhicule s'est éloigné. Il ne restait qu'un silence pesant et une seule certitude, je ne prendrai plus jamais le train de cet aéroport. Je venais tout juste d'emménager dans mon premier appartement, prêt à commencer une nouvelle vie. Le quartier était agréable, mais l'endroit manquait cruellement de mobilier. Ne sachant pas trop où aller, j'avais décidé de me rendre chez Ikea, l'option la plus simple et la plus abordable. Si vous avez déjà mis les pieds dans un Ikea, vous savez à quel point ces magasins sont gigantesques. Certains ont plusieurs étages, et ils sont si vastes qu'ils projettent des flèches lumineuses sur le sol pour guider les clients à travers les rayons et éviter qu'ils ne se perdent. Quand j'étais enfant, je trouvais cet endroit fascinant, presque ludique. Mais aujourd'hui, en y allant seul, l'expérience avait une toute autre saveur. Il était environ 20 heures, et une pluie fine s'abattait sur la ville lorsque je suis arrivé. À cette heure-là, le magasin était encore bien rempli, des clients déambulant entre les allées à la recherche de meubles ou d'objets de décoration. Je me suis contenté de suivre la première flèche, me laissant guider à travers les espaces d'exposition en quête d'une table basse et d'une armoire. En chemin, j'ai remarqué plusieurs employés occupés à aider des clients, mais ils étaient tous déjà pris. Je me suis donc contenté de continuer mon exploration, me laissant porter par le flot des flèches lumineuses. Sans même m'en rendre compte, il était déjà 20h30. C'est alors qu'un détail a attiré mon attention. Une porte discrète, dissimulée sur le côté d'une allée, semblait mener à une autre section du magasin. Intrigué, j'ai posé la main sur la poignée, mais au moment où j'allais l'ouvrir, une employée est apparue à mes côtés. Elle avait les cheveux noirs coupés aux épaules et un regard impassible. Elle m'a poliment informé que cette porte donnait accès à une section du magasin où les articles étaient trop coûteux. L'explication était étrange. Des produits trop chers pour être exposés? Cela n'avait aucun sens. Peut-être sous-entendait-elle que je n'avais pas les moyens de me les offrir? Quoi qu'il en soit, elle s'est rapidement rattrapée en me proposant de m'accompagner jusqu'aux tables basses et aux armoires. Après avoir examiné plusieurs modèles, j'avais enfin trouvé ce qu'il me fallait. Pourtant, mon esprit était encore obsédé par cette porte. L'explication de l'employé me paraissait de plus en plus suspecte. Pourquoi un Ikea cacherait-il une section entière sous prétexte que ses produits étaient trop onéreux? Poussé par la curiosité, j'ai décidé d'y retourner. J'ai retracé mon chemin en sens inverse, allant à l'encontre des flèches lumineuses. À 20h40, j'étais de nouveau devant la porte. Cette fois, l'employé n'était nulle part en vue. Sans hésiter, j'ai poussé la poignée. De l'autre côté, l'atmosphère était différente. L'espace semblait bien plus luxueux. Les meubles étaient raffinés, d'une qualité bien supérieure à ce que j'avais vu dans le magasin principal. Pourtant, il n'y avait pas âme qui vive. Aucun client. Aucun employé. Au bout de quelques minutes d'exploration, j'ai décidé de faire demi-tour. Mais la porte avait disparu. À sa place, un mur de béton lisse se dressait là où elle se trouvait quelques instants plus tôt. Le choc a été immédiat. Je savais exactement où je me trouvais, et pourtant, la sortie n'existait plus. J'ai instinctivement attrapé mon téléphone pour vérifier l'heure, mais il ne s'est pas allumé. Il était pourtant chargé en arrivant. Ne sachant plus quoi faire, j'ai suivi les flèches lumineuses, convaincu qu'elles finiraient par me mener à une sortie. Mais alors que j'avançais, les couleurs autour de moi changeaient subtilement. Les tons bleus et jaunes habituels de l'enseigne cédaient peu à peu leur place à un décor noir et blanc, austère et oppressant. Le silence s'est fait pesant.
J'ai alors pris conscience que je n'entendais plus rien. Plus de clients, plus de musique d'ambiance, plus d'annonces au haut-parleur. Rien que le bruit étouffé de mes propres pas sur le sol. L'angoisse s'est intensifiée lorsqu'un bruit métallique a retenti sur ma droite, comme si quelque chose venait de tomber au sol. Mon cœur s'est emballé. J'ai retenu mon souffle, tendant l'oreille. Puis, l'obscurité totale. Toutes les lumières se sont éteintes en une fraction de seconde. Un noir absolu, profond et étouffant. J'ai levé les mains devant moi, mais je ne voyais plus rien. Puis, sans prévenir, les flèches lumineuses sont réapparues sur le sol. Rien d'autre. Juste ce sentier artificiel au milieu du néant. Un bruit humide a résonné sur ma gauche. Un son lourd, visqueux, comme si quelque chose d'organique venait d'être jeté au sol. Puis, un goutte à goutte s'est fait entendre, lent et régulier. Je n'étais plus seul. Un frisson d'horreur m'a traversé l'échine. Les bruits semblaient se rapprocher. Une masse invisible me suivait à chaque pas. Chaque fois que j'avançais, elle avançait aussi. Lorsque j'ai cessé de bouger, le silence s'est installé. Puis, un souffle glacé a effleuré ma nuque. Pétrifié, je n'ai pas osé bouger. Quelque chose était là, juste derrière moi. Le silence s'est brisé par un bruit de succion, suivi d'un nouveau pas visqueux. J'ai couru. L'adrénaline a pris le dessus et j'ai suivi les flèches à toute vitesse, sans me retourner. Derrière moi, les bruits s'intensifiaient, accélérant avec une régularité terrifiante. Soudain, une lumière est apparue au loin. Sous elle, une porte métallique. Le battement de mon cœur résonnait dans mes tempes alors que je fonçais vers la sortie, les bruits visqueux me talonnant. Dans un dernier élan, j'ai percuté la porte, l'ouvrant à la volée. Et tout s'est arrêté. La lumière était revenue. Le décor avait repris ses couleurs habituelles. Mais il n'y avait plus personne. Après plusieurs minutes de marche, j'ai enfin retrouvé l'entrée principale. Le parking était totalement vide. La pluie tombait encore doucement, et lorsque j'ai enfin atteint ma voiture, l'horloge affichait 20h45. Seulement 5 minutes s'étaient écoulées. Il m'a fallu une semaine pour digérer ce que j'avais vécu. Finalement, j'ai commandé mes meubles en ligne. Plus jamais je ne mettrai les pieds dans un magasin Ikea. Mais parfois, une question me hante encore. Que aurais-je trouvé si j'avais suivi le bruit du tic-tac ? Je travaille dans la sécurité à Disney World, l'endroit le plus heureux du monde. En temps normal, je n'aurais jamais mentionné mon lieu de travail, à cause des règles strictes sur ce que les employés peuvent partager en ligne, mais il est impossible de raconter cette histoire sans ce contexte. Et, honnêtement, je crois que c'est la fin pour moi. Je ne peux pas continuer à travailler ici après ça. Cela fait 23 ans que je suis employé par Disney. Pendant les 20 premières années, j'étais dans les parcs, à intercepter des voleurs à l'étalage, à calmer des visiteurs ayant trop bu sous la chaleur et, parfois, à séparer des bagarres avant qu'elles ne dégénèrent. Mais dans l'ensemble, les gens restaient relativement tranquilles. Les dernières années, la chaleur et les kilomètres parcourus chaque jour ont eu raison de moi, alors j'ai demandé un poste dans un endroit climatisé. J'ai été transféré dans un des hôtels du complexe, ce qui a grandement amélioré mes conditions de travail en termes de confort, mais les problèmes avec les clients y étaient plus délicats. Ce qui revenait le plus souvent, c'étaient les disputes familiales. Entre le prix exorbitant des vacances et la fatigue, les tensions explosaient fréquemment. Dans ces cas-là, je tentais d'apaiser la situation, suggérant aux parents de se reposer ou de prendre un moment chacun de leur côté. En général, cela suffisait. Mais rien de tout cela n'a d'importance maintenant. 3 jours plus tôt, la direction m'a contacté à propos d'une chambre qui aurait dû être libérée depuis plusieurs jours. Lorsqu'une famille quitte son hébergement, les femmes de ménage entrent vers 11h du matin pour préparer la chambre pour les nouveaux arrivants à 15h. Mais cette chambre-là n'avait pas été libérée. En entrant pour la nettoyer, l'équipe d'entretien avait trouvé toutes les affaires des clients encore en place. Cela arrivait parfois, quand un vol était annulé ou reporté à la dernière minute,
mais 2 jours plus tard, lorsque le ménage est revenu, tout était toujours là. Intact. En me rendant sur place, j'ai découvert une chambre figée dans le temps. Des valises ouvertes, des vêtements soigneusement pliés, des snacks entamés sur la table, quelques jouets éparpillés au sol. Tout indiquait qu'une famille vivait ici il y a peu. Le manager avait déjà consulté les dossiers et confirmé que la chambre était occupée par un couple avec 2 jeunes enfants. J'ai essayé d'appeler les numéros de téléphone associés à leur réservation, mais je suis tombé sur la messagerie à chaque tentative. Ne trouvant aucune explication logique, j'ai donné mon accord pour que les effets personnels soient rassemblés et stockés en attendant de pouvoir contacter quelqu'un. Mais quelque chose clochait. En fouillant davantage dans les détails de leur séjour, j'ai remarqué qu'ils étaient arrivés 5 jours avant que le ménage ne signale le problème. Ils avaient payé les frais de stationnement, et leur véhicule était enregistré dans le système. Je suis allé voir sur le parking et je l'ai retrouvé immédiatement. Cela excluait la possibilité qu'ils soient partis précipitamment ou qu'ils aient eu un accident à l'extérieur du complexe. En consultant leur historique d'achat, j'ai vu qu'ils avaient opté pour un plan repas prépayé, qui leur donnait un nombre défini de crédits pour se restaurer dans le parc. Ils n'en avaient utilisé que 3. Le premier jour, après leur arrivée tardive, ils avaient probablement mangé sur place. Le lendemain, 2 crédits avaient été utilisés à Epcot. Puis, le jour suivant, un seul repas avait été pris au Magic Kingdom, au petit déjeuner. Disney a un système appelé Magic Band, un bracelet électronique qui sert de clé de chambre, de billet d'entrée, de carte de paiement et de passe prioritaire pour certaines attractions. J'ai réussi à retrouver leur historique d'utilisation des attractions. Après leur petit déjeuner au Magic Kingdom, ils avaient fait quelques manèges avant de monter dans It's a Small World vers 11h du matin. Puis, plus rien. À ce stade, j'ai compris qu'il me fallait de l'aide. J'ai contacté un ancien collègue qui travaille toujours à la sécurité du parc et lui ai demandé de visionner les images des caméras de surveillance situées à l'entrée et à la sortie du manège. Lorsque je suis arrivé sur place pour voir ce qu'il avait trouvé, il avait l'air bouleversé. Il m'a montré la vidéo. La caméra de l'embarquement montrait la famille scannant ses Magic Bands et montant à bord de l'un des bateaux. Mais la caméra de sortie montrait uniquement les autres passagers quittant l'attraction. Eux n'étaient plus là. La première hypothèse qui nous est venue à l'esprit était un accident. Peut-être qu'un des enfants était tombé, que les parents avaient sauté après lui et qu'ils avaient été blessés ou coincés quelque part dans la mécanique du manège. Nous avons immédiatement stoppé l'attraction, coupé la musique et rallumé les lumières. Avec mon collègue, nous avons marché tout le long du circuit, explorant chaque recoin, scrutant sous les bateaux, vérifiant les issues de secours. Rien. Au bout d'1 heure, d'autres membres du personnel nous ont rejoints. Nous étions une dizaine à fouiller l'attraction de fond en comble. À part 3 téléphones portables et une casquette abandonnée, nous n'avons rien trouvé. Désemparé, je suis retourné au dossier et ai continué mes recherches. C'est là que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus dérangeant. Cette famille avait acheté le service Memory Maker, qui permet de récupérer toutes les photos prises dans le parc, que ce soit par des photographes ou sur les attractions. Ce qui est effrayant, c'est que leur compte affichait 732 photos. Les premières étaient normales, clichés pris devant le château de Cendrillon, sourire devant les manèges, instantanés de leur passage à Epcot. Mais ensuite, il n'y avait plus que des photos de It's a Small World. Une seule image est normalement prise par passage. Cela signifiait que cette famille avait été photographiée plus de 700 fois dans cette attraction. Les premières images montraient une famille heureuse, embarquant dans leur bateau avec d'autres visiteurs. Mais très vite, quelque chose changeait. Sur la deuxième série de clichés, ils étaient seuls dans leur bateau, l'air confus. Quelques images plus tard, le père semblait furieux, en train de crier. La mère tenait fermement les enfants, leurs visages déformés par les larmes. Au fil des photos, la situation empirait. Le père disparaissait. Puis les enfants. Parfois, ils étaient debout dans le bateau, comme s'ils tentaient de fuir. Puis, l'image suivante les montrait de nouveau assis, figés. Vers la 450 image, seuls restaient la mère et un enfant. Un corps était affaissé sur un siège.
Sur les dernières photos, la mère et l'enfant ne bougeaient plus. Leur peau était pâle, leurs yeux vides. Et les poupées du décor, elles avaient changé de place. Sur certaines images, elles semblaient avoir pivoté. Dans d'autres, elles n'étaient plus à leur emplacement initial. Puis il y en avait une, assise dans le bateau avec eux. J'ai fermé l'album immédiatement. Quelques instants plus tard, j'ai remarqué que le fichier de la galerie continuait d'augmenter en taille, comme si de nouvelles images s'ajoutaient en temps réel. La police vient d'arriver. Je les vois sur les caméras de surveillance. Je vais leur raconter tout ce que je sais, mais je ne m'attends à rien. Disney va enterrer cette histoire comme elle l'a toujours fait. Je ne veux plus jamais remettre les pieds ici. Mais je voulais que quelqu'un sache. Cette famille ne s'est pas volatilisée. Je sais exactement où ils sont. Ce soir, mes amis et moi avons découvert quelque chose de nouveau. Il est actuellement 22h05. Nous roulons sans fin depuis environ 20h16, et il n'y a aucun signe de sortie. Juste une forêt interminable. Nous devons être quelque part en Alabama, si nous sommes encore quelque part sur Terre. Nous avons décidé d'appeler cet endroit les routes oubliées. Pour expliquer comment on est arrivé là, si quelqu'un d'Alabama lit ceci, on venait de quitter la route 280 pour s'arrêter dans une boutique de feux d'artifice un peu louche. On est rentré, on a acheté pour environ $80 de pétards et de fusées, puis on est reparti en prenant le même tournant que celui qui nous avait menés là. Pourtant, quelque chose était différent. Les voitures qui roulaient devant nous ont accéléré d'un coup avant de disparaître. Il n'y avait pourtant aucun embranchement, aucune sortie. Elles se sont littéralement volatilisées. On a accéléré à notre tour, cherchant une explication, mais elles avaient bel et bien disparu. Finalement, un virage est apparu, mais on l'a raté. Notre GPS, qui était hors service depuis une dizaine de minutes, s'est soudainement rallumé pour nous indiquer que c'était là qu'on devait tourner. Comme il n'y avait pas de circulation, on a fait un demi-tour. À ce moment-là, une voiture nous a foncé dessus à au moins 150 km/h. On a juste eu le temps de l'éviter de justesse. Après avoir enfin pris la bonne route, tout est devenu encore plus étrange. Même avec nos phares allumés à pleine puissance, la route semblait engloutie dans une obscurité anormale, comme si nous étions prisonniers d'une cage sans lumière. Cela fait maintenant des heures que nous roulons sur cette route sinueuse. Des panneaux indiquent des directions, mais ils nous disent de tourner dans la forêt alors qu'il n'y a aucun chemin, juste des arbres et des animaux de tous côtés. On continue tout droit parce qu'on sait que si on s'aventure là où ils veulent nous mener, c'est terminé pour nous. Certains panneaux qui devraient annoncer « travaux à venir » se contentent de dire « continuez » ou portent des inscriptions dans une langue inconnue. Mis à part quelques bâtiments abandonnés et des boîtes aux lettres faites de détritus, il n'y a rien d'autre que cette forêt sans fin. Je ne sais pas où nous sommes, mais c'est l'endroit le plus effrayant où j'ai jamais été. Mise à jour 1. Il s'est écoulé 19 minutes depuis mon dernier message, et ce sont probablement les 19 minutes les plus étranges de ma vie. Nous avons enfin croisé un autre véhicule. Au début, on a été soulagé, mais en y regardant de plus près, quelque chose clochait. Le conducteur n'avait qu'un seul bras. L'autre était un simple moignon, mais il conduisait comme si de rien n'était. Dans un contexte normal, on aurait juste pensé qu'il s'agissait d'un vétéran ou d'un amputé, mais ici, ça ne faisait qu'ajouter à l'angoisse. Puis, quelques minutes plus tard, un homme sans abri était assis en plein milieu de la route, tenant un panneau en carton. Il refusait de bouger. On a klaxonné plusieurs fois, sans succès. Son écriteau était recouvert de la même écriture inconnue que les panneaux routiers. Après 3 longues minutes, il a finalement réagi. Il s'est levé lentement, s'est approché de notre voiture, nous a fait un clin d'œil, un signe de la main, puis est entré dans la forêt avant de disparaître. C'est là que tout a basculé. Juste après son départ, notre voiture s'est arrêtée net. Impossible de redémarrer. Nous sommes coincés au beau milieu de nulle part. Nous n'osons pas sortir. Nos téléphones indiquent que nous avons du réseau, mais il est impossible d'envoyer des messages ou de passer des appels.
Nous avons vérifié notre emplacement sur la carte, nous sommes sur Namel RD, la route sans nom. Je vais continuer à mettre à jour ce message. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais on a peur. Que devons-nous faire? Le complexe aquatique où je travaille est une structure immense et moderne, située à la périphérie de la ville, loin de l'agitation des centres commerciaux et des grands immeubles. Grâce à cet emplacement, il bénéficie d'un espace considérable, permettant d'accueillir plusieurs installations sportives, dont des salles de gym, des terrains de basket-ball et, bien sûr, une série de bassins interconnectés par de longs tunnels de plexiglas chauffés. En plein hiver, lorsque la neige recouvre les rues d'un manteau immaculé et que l'air extérieur mord la peau avec une brutalité glaciale, ces couloirs transparents offrent un abri douillet et presque irréel. Il m'arrive parfois, en traversant ces passages humides et tièdes, vêtu simplement de mon short et de mon t-shirt de sauveteur, d'apercevoir des passants emmitouflés dans de lourds manteaux, les épaules voûtées sous le poids du froid mordant, et à cet instant, je ressens une satisfaction discrète mais bien réelle d'être à l'abri derrière ces parois de verre. L'ambiance du complexe est généralement animée, mais demeure contrôlée, presque feutrée. Les couloirs résonnent du bruit lointain des éclaboussures, des sifflets des moniteurs et des conversations assourdies qui se mêlent aux échos du bâtiment. Il y a dans cet endroit une régularité rassurante, un rythme que l'on apprend à reconnaître et à suivre avec aisance, une routine qui installe un sentiment de confort et de prévisibilité. Pourtant, tout cela a changé le jour où ma responsable, Kate, une femme énergique et aimable mais perpétuellement épuisée, m'a convoqué dans son bureau pour me parler d'une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Elle avait cette habitude de tapoter du bout des doigts sur son bureau lorsqu'elle réfléchissait, et, ce jour-là, ce tic nerveux était plus marqué que d'habitude, comme si elle hésitait à prononcer les mots qui allaient suivre. Après m'avoir demandé depuis combien de temps je travaillais ici, elle m'expliqua que les employés atteignant un an d'ancienneté bénéficiaient d'une nouvelle répartition de leurs horaires, accompagnée d'une augmentation de salaire. Il ne s'agissait de rien de contraignant, simplement d'une séance hebdomadaire qui se déroulait en dehors des heures habituelles d'ouverture du complexe. Jusqu'à cet instant, je n'avais jamais entendu parler de ces fameuses séances nocturnes et l'idée qu'une piscine puisse fonctionner exclusivement la nuit m'intriguait autant qu'elle me semblait absurde. Ce soir-là, alors que le centre s'apprêtait à fermer ses portes et que l'agitation commençait à s'apaiser, Kate m'emmena à travers les couloirs du complexe dans un silence qui contrastait avec son comportement habituellement jovial. Nous avons longé les bassins principaux, traversé les vestiaires déserts, puis emprunté une porte discrète qui menait aux infrastructures techniques du bâtiment. L'atmosphère y était différente, plus moite encore que dans le reste du centre, alourdie par la présence des énormes tuyaux de chauffage et des filtres qui ronronnaient doucement en expulsant des bouffées d'air chaud. Alors que nous progressions à travers ce labyrinthe de machines, mon malaise grandissait imperceptiblement, une sensation diffuse mais tenace s'accrochant à moi sans que je puisse vraiment en identifier la cause. Au bout du couloir, un escalier carrelé descendait dans l'obscurité, serpentant vers un niveau inférieur du complexe dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Kate s'arrêta un instant en haut des marches, serrant la rampe métallique avec une crispation que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Puis, dans un soupir à peine perceptible, elle amorça la descente avec une lenteur calculée, me forçant à lui emboîter le pas malgré l'inquiétude qui me rongeait peu à peu. L'air devint plus lourd à mesure que nous nous enfoncions dans cette partie inconnue du bâtiment, et lorsque nous atteignîmes le bas de l'escalier, je compris immédiatement que nous avions pénétré un espace qui n'avait rien à voir avec le reste du complexe. Une large arche d'allée s'ouvrait sur une salle immense plongée dans une lumière rougeâtre qui semblait suinter des murs et se refléter à la surface d'un bassin rectangulaire. L'ensemble de la pièce était parcouru d'un vrombissement sourd et continu, un bruit à peine perceptible mais qui semblait se glisser sous la peau, s'insinuer jusque dans les os. Ce bassin, bien que similaire aux autres dans sa forme, possédait une particularité troublante. Sept canaux partaient de ses extrémités, s'enfonçant dans les murs pour disparaître dans l'obscurité, comme des veines souterraines transportant un courant invisible vers un lieu inconnu. Il y avait quelque chose d'inexplicablement dérangeant dans cette structure, une impression de déséquilibre, comme si cette piscine n'avait pas été construite pour des nageurs mais pour servir un tout autre dessein. C'est alors que Kate s'approcha de moi avec une gravité inhabituelle et posa ses mains sur mes épaules. Son regard, intense et chargé d'une détresse contenue,
s'enfonça dans le mien, et dans un souffle presque désespéré, elle me fit comprendre qu'il était impératif que je reste ici et que je fasse mon travail. Il ne s'agissait que de 2 heures, 2 petites heures à passer assis sur la chaise de surveillant qui trônait près du bassin. Ce n'était rien d'insurmontable. Il suffisait de veiller sur l'eau, de regarder. Elle n'attendit pas de réponse et, sans un mot de plus, elle me laissa seule dans cette salle silencieuse où le rouge se mêlait à l'ombre. Les premières minutes s'écoulèrent dans un silence pesant, entrecoupé uniquement par le son de mon souffle et le bourdonnement distant des tuyaux. Je restais figé sur ma chaise, observant la surface de l'eau, l'esprit tiraillé entre la curiosité et l'appréhension. Rien ne se passa cette nuit-là. Aucun mouvement, aucun bruit suspect, seulement cette étrange sensation de vide qui planait au-dessus du bassin comme une menace sourde et invisible. Mais dès la semaine suivante, tout bascula. Alors que le silence de la salle commençait à se fondre dans une monotonie hypnotique, quelque chose troubla la surface de l'eau. Une ondulation, presque imperceptible, puis une autre, plus nette, suivie d'un frémissement qui se propagea en ondes lentes et régulières. Une silhouette, sombre et serpentine, glissa juste sous la surface avant de disparaître dans l'une des 7 voies d'eau. Le souffle court, je me levai d'un bond, incapable de détacher mon regard de l'endroit où j'avais aperçu ce mouvement. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration s'était fait hacher et mon instinct me hurlait de fuir immédiatement. Pourtant, je restais figé, cloué sur place par une force invisible, incapable de détacher mes yeux de cette piscine qui semblait vivante. Cette nuit-là, je quittai mon poste plus tôt que prévu, ignorant la consigne de Kate, mais en remontant à la surface, son regard empreint d'une tristesse résignée me fit comprendre que j'avais commis une erreur. Personne ne surveillait l'eau maintenant. C'est à partir de ce moment que les cauchemars commencèrent. Nuit après nuit, une ombre m'attirait vers les profondeurs d'une eau noire et glaciale, m'enveloppant dans une étreinte suffocante. J'essayais de me débattre, d'appeler à l'aide, mais toujours, je sentais des présences m'observer depuis les abysses. Et lorsque, au matin, je me réveillai en sueur, le regard perdu et le corps tremblant, je remarquai sur mon poignet une fine marque sombre, tracée avec une précision chirurgicale. Une lettre I, gravée dans ma chair. Nous étions perdus. La route s'étirait devant nous, bordée de maisons identiques aux façades neutres et impersonnelles, alignées avec une précision presque clinique, sans le moindre détail qui aurait pu leur conférer un semblant d'authenticité. Cherchant désespérément Rosebudland, je continuais à avancer lentement, scrutant les moindres panneaux et intersections, mais tout ce que je voyais n'était qu'une répétition infinie des mêmes maisons aux toits en pignon, aux grandes fenêtres sans volets et aux pelouses impeccables, comme si aucun enfant n'y avait jamais joué et qu'aucun chien n'y avait jamais couru. Las de tourner en rond, je me suis finalement résolu à m'arrêter le long du trottoir, espérant qu'une vérification rapide du GPS nous indiquerait la direction à prendre. Tandis que Dave sortait son téléphone pour tenter de situer notre position, mon regard s'est attardé sur le quartier qui nous entourait. Il faisait un temps magnifique, le soleil baignait les façades d'une lumière éclatante, mais l'absence totale de vie donnait à l'endroit une atmosphère étrangement oppressante. Il n'y avait ni promeneurs, ni enfants à vélo, ni même le moindre bruit de voiture au loin. Rien d'autre que ce silence pesant et les maisons aux fenêtres closes, leurs rideaux soigneusement tirés, comme si l'ensemble du lotissement était plongé dans une sorte de léthargie inquiétante. Lorsqu'il a finalement tendu son téléphone, l'écran affichait une anomalie troublante. Selon la carte, nous nous trouvions en plein cœur d'une forêt, loin de toute zone habitée. Agrandissant l'image, j'ai cherché la moindre trace du quartier, un indice qui nous aurait permis de nous repérer, mais il n'y avait rien d'autre qu'une vaste étendue verte, avec comme seul repère la route à 2 voies dont nous avions bifurqué quelques minutes plus tôt. La même erreur s'est produite lorsque j'ai vérifié sur mon propre téléphone, un simple point bleu perdu au milieu de la nature, sans la moindre indication d'un quelconque développement urbain. L'idée que ce lotissement puisse être si récent que Google Maps n'ait pas encore mis à jour sa base de données semblait être l'explication la plus logique. Tout ici paraissait flambant neuf, des façades immaculées aux vitres si parfaitement propres qu'elles en devenaient presque réfléchissantes. Il n'y avait aucune usure visible, aucune de ces petites traces de vie qui confèrent à une maison un caractère unique, rien qui trahisse la présence humaine. Tout semblait si parfait que cela en devenait artificiel,
comme si ces maisons n'avaient pas été construites mais simplement déposées là, surgissant de nulle part, uniformes et impersonnelles, vidées de toute âme. L'idée d'appeler Mégane, qui nous attendait quelque part dans ce dédale de rues sans nom, semblait être la solution la plus raisonnable, mais Dave hésitait, refusant de la déranger pour si peu. À défaut d'un meilleur plan, nous avons repris la route, poursuivant notre avancée au milieu de ces rangées de maisons qui semblaient se répéter à l'infini, comme une boucle d'images générée par un programme informatique. Quelques instants plus tard, une intersection est enfin apparue devant nous, éveillant en moi un espoir fugace. Peut-être allions-nous enfin apercevoir le panneau indiquant Rosebudland, le premier véritable signe que nous étions sur la bonne voie. Mais au moment où nos yeux se sont posés sur le panneau vert, un étrange malaise s'est insinué en moi. Il était totalement vierge. Aucune inscription, aucun numéro, aucune indication permettant d'identifier la rue. Juste une plaque métallique suspendue à un poteau, dénuée de toute utilité. L'idée que ce soit une simple erreur de la municipalité aurait pu suffire à dissiper mon trouble, mais combinée à tout le reste, elle ne faisait qu'accentuer cette impression diffuse que quelque chose ne tournait pas rond. Nous avons décidé de tourner malgré tout, espérant que cette rue sans nom nous mènerait enfin à destination. Mais en progressant, nous n'avons trouvé qu'une nouvelle répétition du paysage précédent, des maisons strictement identiques, toujours aucune voiture dans les allées, toujours ces rideaux hermétiquement fermés derrière des vitres lisses et opaques. Plus nous avancions, plus un sentiment de malaise profond s'insinuait en moi. L'idée que certaines de ces maisons soient encore inhabitées, en attente de leur premier résident, aurait pu suffire à expliquer l'absence de vie, mais cette explication semblait creuse face à l'étrange perfection qui régnait ici. Il n'y avait pas la moindre trace de passage, aucune boîte aux lettres individuelles, aucun panneau indiquant une quelconque agence immobilière en charge de la vente. Tout était trop lisse, trop figé, comme si cet endroit n'existait pas réellement, comme si nous nous trouvions dans un décor sans fond. L'absence totale de numérotation compliquait encore plus notre recherche. Les maisons n'arboraient aucun numéro visible sur leur façade ou sur leur porche, et l'absence de boîte aux lettres individuelles suggérait qu'un regroupement centralisé existait quelque part, bien que nous n'en ayons aperçu aucun. Tout cela ajoutait à la sensation d'irréalité qui planait sur le quartier. Alors que nous poursuivions notre avancée, une touche de couleur est soudainement apparue à travers la brume qui s'épaississait peu à peu. Un panneau stop, au milieu de la rue. Une bouffée de soulagement m'a traversé en imaginant que nous pourrions enfin obtenir un repère tangible, une indication du nom de la rue sur laquelle nous nous trouvions. Mais en arrivant à sa hauteur, l'angoisse a ressurgi plus forte encore. Il n'y avait aucune intersection. Le panneau stop trônait là, isolé, sans la moindre raison d'être. Il ne régulait aucun croisement, ne sécurisait aucun passage piéton. Il était simplement posé, inutile et absurde, accompagné d'un second panneau de l'autre côté de la route, imposant le même arrêt inexpliqué aux véhicules venant en sens inverse. À cet instant, une certitude glaçante s'est insinuée en moi, nous n'étions pas dans un lotissement ordinaire. L'idée de faire demi-tour est devenue une évidence, mais Dave, toujours rationnel, a insisté pour que nous continuions encore un peu, refusant d'admettre que quelque chose clochait. Pourtant, au fil des minutes qui suivaient, cette conviction que nous n'aurions jamais dû tourner dans cette rue grandissait en moi. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de fondamentalement faux, quelque chose que notre esprit essayait d'interpréter mais qui échappait à toute logique. Alors que je ralentissais pour tenter de me repérer, un détail a capté mon regard, quelque chose de si incongru qu'il m'a fallu quelques secondes pour en comprendre l'absurdité. Une maison, strictement identique aux autres en apparence, mais dont la balustrade de la terrasse avait été installée à l'envers, fixée au plafond au lieu d'être ancrée au sol. Un peu plus loin, une autre maison présentait une anomalie encore plus étrange, deux fenêtres fusionnées en une seule, formant une immense baille vitrée verticale qui s'étendait du sol au toit. Tout ici semblait construit sans logique, comme si quelqu'un avait tenté de reproduire une banlieue typique sans en comprendre les codes les plus élémentaires. Puis, enfin, une boîte aux lettres est apparue. Sur sa surface métallique, en lettres dorées, un numéro. Le numéro 52. Et accroché à ce poteau, flottant doucement dans l'air immobile, un ballon rose. L'angoisse est devenue insoutenable. Nous n'étions pas là où nous étions censés être.
Et pourtant, quelque chose nous attendait déjà. Il était 17h13 par une soirée d'été des plus banales, et il semblait que la climatisation du bureau avait atteint le sommet de son efficacité quelque part au milieu des années 90. Au-dessus de moi, le bourdonnement incessant des tubes fluorescents accrochés au plafond bas formait un mélange infernal de cigales et d'acouphènes. À force de migraines concentrées, mon sourcil gauche se mit à tressaillir de manière incontrôlable. Ma gueule de bois n'aidait en rien la situation. La plupart des gens abandonnent l'envie de boire jusqu'à la fermeture des bars une fois leurs années d'université révolues. Pas moi. À 35 ans, je n'avais toujours pas acquis cette once de sagesse. Chaque soir, je me promettais de rentrer directement chez moi, de dormir, de reprendre une vie normale. Et pourtant, sans faute, je finissais toujours par atterrir dans un de ces troquets miteux. Généralement au gym IT. J'y descendais des bières à la chaîne jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, si tout se passait bien, un taxi me déposait chez moi vers 2h30, je gobais un repas micro-ondes insipide et je m'écroulais dans mon lit vers 3 heures. Avec un peu de chance, j'avais 3 heures de sommeil devant moi. 3 heures et demie si je faisais l'impasse sur la douche. Ce que je faisais presque systématiquement. Mais qui s'en souciait? D'ici 15 minutes, je savais déjà que j'allais de nouveau me diriger vers le bar. Ma vie se résumait à un appartement en désordre, un emploi temporaire à classer de vieilles réclamations pour une obscure compagnie d'assurance du Midwest, et un casier judiciaire entaché par une bagarre de bar qui avait dégénéré quelques années auparavant. Comme disait Hunter S. Thompson, buy the ticket, take the ride. J'avais acheté mon billet, et le manège ne s'était jamais arrêté. Mon existence n'était qu'une suite de mauvaises décisions dont le moindre mal était ce boulot insignifiant. Il ne durerait pas. Il finirait comme tous les autres, et je me retrouverais bientôt à remplir des questionnaires de compétences débiles dans une agence d'intérim. L'emploi suivant ne serait pas plus gratifiant, mais il couvrirait les factures pour un temps. C'était tout ce qui comptait. Payer le loyer, acheter quelques provisions, et économiser assez pour pouvoir noyer mes regrets dans l'alcool chaque soir. Mais pour l'instant, ce qui m'importait, c'était ce maudit bourdonnement. Il résonnait dans mes os, vibrait en moi comme si j'étais trop proche d'un ampli lors d'un concert. Et l'air il était plus lourd, presque palpable. Une moiteur étouffante, épaisse comme un brouillard invisible. Une goutte de sueur glissa lentement le long de ma nuque. Elle devait probablement sentir le vieux malt, ce qui me mit mal à l'aise. Aussi insignifiant que soit mon job, j'avais besoin de ce salaire. Empester l'alcool n'était pas la meilleure manière de conserver un emploi. Pourquoi diable est-ce que je continuais à me faire ça? Mon estomac se noua violemment, signe qu'un passage aux toilettes allait être nécessaire. Que ce soit une conséquence de l'alcool ou d'un virus quelconque, je ne saurais jamais. Ma chaise grinça alors que je me levai. Dans le cube voisin, Brandon ronflait doucement, affalé sur son bureau. Un soulagement. Endormi, il ne risquait pas de remarquer mon odeur. Brandon était un type bien. C'était notre 3e mission ensemble via l'agence d'intérim. Jeune, la vingtaine à peine entamée, il suivait des cours en soirée au Community College. Son bureau était orné d'une photo de lui, de sa femme et de leurs jumeaux nouveau-nés. Il m'avait raconté que les gosses souffraient de coliques et ne dormaient jamais plus d'une demi-heure d'affilée. Il était épuisé en permanence. Chaque fois que je le surprenais en train de piquer du nez au bureau, je faisais semblant de ne rien voir. Qui savait combien de fois lui-même avait senti mes relents d'alcool sans jamais rien dire? En passant près du couloir qui menait à la salle de conférence, je remarquai le concierge en train d'essorer sa serpillière dans son seau jaune. Des traînées d'eau grise dévalaient les murs beiges, formant des auréoles rouges et jaunes sur les dalles du plafond. Elles ressemblaient aux stries d'une plaie qui saigne lentement. C'était sûrement de la condensation due aux antiques unités de climatisation sur le toit. L'humidité ambiante, associée à la chaleur suffocante, avait imprégné tout l'espace d'une odeur de moisi et de linge humide oublié trop longtemps dans une machine à laver. Je laissai échapper un petit rire en observant le concierge, la tête penchée, essorant inlassablement sa serpillière. Avec cette posture voûtée,
on aurait dit qu'il n'avait pas de tête du tout. Le concierge sans tête. Comme le cavalier de Sleepy Hollow, mais avec moins de panache. Mon estomac gargouilla, me rappelant l'urgence de ma mission. Je me dirigeai vers les toilettes, espérant qu'elles seraient vides. Par chance, la traversée du couloir se fit sans croiser âme qui vive. À l'intérieur, l'air était plus frais, presque agréable. Ma nausée commençait déjà à se dissiper. J'entrai dans une cabine, m'assis sur l'abattant fermé, et posai mes coudes sur mes genoux, enfouissant ma tête entre mes mains. Le simple fait de fermer les yeux dans cet endroit plus frais me fit croire, un instant, que je pourrais m'en sortir sans vomir. Puis le bourdonnement s'intensifia. C'était toujours là, en arrière-plan, mais jamais comme ça. Cette fois, le son grandissait, se transformant en une vibration qui résonnait à l'intérieur même de mon crâne. Je plaquai mes mains contre mes oreilles, essayant d'étouffer le bruit, mais il devenait plus perçant, plus aigu. Une chaleur blanche m'aveugla, même à travers mes paupières fermées. Un liquide chaud coula le long de ma mâchoire. Mon cœur se glaça, mes oreilles saignaient. Aveuglé, désorienté, j'ouvris la porte de la cabine à tâtons, tentant de fuir cette cacophonie infernale. Mes doigts cherchaient le loquet, mais il n'y avait rien. Rien du tout. Un frisson d'angoisse me parcourut alors que je me jetai contre la porte, encore et encore. La cloison pliait légèrement sous mes coups, mais refusait de céder. Puis, soudain, j'ai traversé. Le monde bascula autour de moi, et je fus aspiré dans une brume grise infinie. Je tombais sans tomber, dérivant sans repère dans cet espace indéfinissable, les sens totalement privés d'ancrage. J'étais pris au piège dans quelque chose de fluide et d'épais, une matière qui défiait toute logique. Pendant des heures, ou des secondes, je fus ballotté dans ce néant. Puis, brutalement, j'atterris. Le sol était rugueux sous mes paumes. Une moiteur désagréable s'infiltra dans mes vêtements. Une odeur de moisi me prit à la gorge. Je me redressai lentement, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Autour de moi, des murs jaunâtres, sans fenêtres ni décoration. Un tapis détrempé sous mes pieds. Je connaissais cet endroit. C'était mon bureau. Ou plutôt, une version déformée, rongée par l'humidité et l'abandon. Et alors que je reprenais mon souffle, un bruit s'éleva derrière moi. Un bruit familier, un bruit impossible. Des pas. Et ils s'approchaient. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.